Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir une fois de plus TVS pour vous informer. À la une de l'actualité, à la paroisse Saint-Michel de Nkembo, la communauté chrétienne du Gabon rend hommage à Père Innocent Nzemba Mwanza d'Ilelou, décédé le 17 juin 2018. Et puis les conseillers municipaux et le bureau du Conseil de Libreville examinent depuis ce matin le projet de compte administratif exercice 2017 de la commune de Libreville. On développe tout cela dans ce journal. Mais tout d'abord, on parle de cette agression sexuelle survenue en début d'après-midi au quartier Aveya dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. L'auteur de cet acte a été appréhendé par la population puis remis à la police. Voici ce qui arrive quand on ne contrôle pas sa libido. Le jeune homme que vous apercevez sur ces images, poings et mains liés derrière le dos, a été appréhendé par la population après avoir violé une femme d'une vingtaine d'années dans un coin de rue. Nous sommes à Aveya, quartier légendaire du 2e arrondissement de Libreville. Ici, le viol, le vol et la drogue font partie du quotidien. Pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi. Trop facile à dire, après avoir assouvi cette basse besogne. Le présumé violeur est menotté, puis embarqué par une unité de police. La question des abus sexuels connaît une recrudescence inquiétante depuis plusieurs années. Il ne se passe pas un mois sans que la presse ne révèle un cas de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs. Cette situation interpelle non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations non gouvernementales luttant contre ces comportements qui ont des conséquences néfastes sur les victimes. Les décisions prises lors du dernier Conseil des ministres relatives à la réduction du train de vie de l'État retentissent encore au milieu politique et syndical. Les uns approuvent ces mesures, d'autres par contre les désapprouvent. Le reportage de Arnaud Babekung. Le dernier Conseil des ministres est historique pour le Gabon en général et pour la deuxième mandature d'Ali Bongo Ondimba en particulier. En effet, le Conseil des ministres du jeudi 21 juin 2018 a pris des mesures drastiques sur la réduction du train de vie de l'État, lesquelles mesures portent sur la réduction des budgets des institutions ainsi que des salaires allant de 650 000 à 2 millions de francs CFA, des mesures qu'encourage le bloc syndical de la première seconde. Face aux mesures qui ont été annoncées par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres, il y a des mesures soutenables que nous pouvons appeler des réformes très soutenables. Il y a aussi des réformes qui ne sont pas du tout à soutenir. Par exemple, le gel des concours professionnels et administratifs. Dans ce sens qu'un domaine comme la santé, un domaine comme l'éducation nationale, enseignement supérieur, défense, magistrature, il faut automatiquement laisser la possibilité pour ces domaines très sensibles de procéder toujours aux différents recrutements afin de renouveler les effectifs qui sont plus ou moins vieillissants. Mais pour les autres secteurs, nous comprenons facilement que on peut, un temps soit peu geler les différents concours administratifs et professionnels dans ces autres secteurs qui ne doivent pas être considérés comme des secteurs prioritaires. Alors, s'agissant maintenant de la suppression des salaires mensuels des PCA, ce n'est que justice. Un PCA doit vivre avec ses jetons de présence. C'est une mesure très louable. Il y a aussi d'autres mesures qui visent à réduire le nombre de membres du gouvernement, elles aussi salutaires. Le nombre de conseillers, toutes ces mesures-là sont salutaires, dans la mesure où nous voulons aller vers l'amélioration de la qualité du service public et dont l'objectif final est la réduction de la masse salariée. L'assentiment du bloc syndical face à ces mesures se justifie selon cette structure syndicale par des injustices que renfermaient certaines pratiques administratives. Ces réformes, c'est la continuité de ce que le ministre Okandaga avait déjà initié. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne vienne pas au travail, il manque le travail 30 jours sur 30, quelquefois 2 semaines à la maison, 2 semaines au travail. Toi qui viens tous les jours, mais lorsqu'il faut avancer à la fonction publique, nous avançons au même titre. C'est injuste. C'est injuste.
Il faut que chaque travailleur, lorsqu'il va au travail, qu'il sache quoi faire. Il faut aussi mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Tout le monde veut être DG. Mais DG là, c'est plus facile. Il faut que toi, DG, tu saches ce que tu dois faire. Tu donnes du travail à tout le monde. Il faut que ton service soit de qualité. Mais quand un DG ne fait rien et c'est son adjoint qui travaille, et toi tu es là avec tous les privilèges, ça aussi c'est de l'injustice. Donc vous voyez que toutes ces mesures sont attendues et appréciées par le bloc syndical. Pour Dynamique Unitaire, les charges exorbitantes de l'État sont dues à l'augmentation croissante des cabinets politiques, car l'État n'a ni recruté plus d'enseignants, ni de médecins. Il a plutôt financé et créé les activités politiques qui absorberaient l'essentiel de son budget, réaffirme Dynamique Unitaire. Alors qu'en milieu politique, notamment pour l'Union nationale, qui affirme de son côté que les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement confirment la situation de faillite dans laquelle sa gouvernance des 8 dernières années a plongé le Gabon, précise le communiqué signé du secrétaire exécutif du parti. Les assises portant sur l'examen du projet de compte administratif pour la commune de Libreville, exercice 2017, se tiennent à l'hôtel de ville en présence de Rose Cristiano Soukaraponda et des conseillers municipaux des 6 arrondissements de la commune de Libreville. Le récit de Frem Biogoezo. Le bureau du conseil et les 149 conseillers présents sur les 151 régulièrement inscrits examinent depuis ce matin le projet de compte administratif de la commune de Libreville, exercice 2017, adopté et arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 26 milliards 89 4056 francs CFA, bien que la présente session ordinaire ne soit que consacrée à l'examen des comptes administratifs. Elle répond aussi aux besoins sur l'application des dispositions de l'article 62, alinéa 1 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Il convient de rappeler que le 15 mai 2017, le conseil municipal m'avait autorisé à exécuter le budget primitif, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 26 milliards 89 4056 francs CFA. Ce budget a en effet été exécuté dans le strict respect de la réglementation régissant la gestion des finances publiques, mais aussi au regard des contraintes nombreuses et diverses auxquelles nous avons été confrontés. Sans vouloir préempter la présentation du compte administratif qui vous sera faite dans un instant par le directeur général des finances, je souhaite quand même souligner que la bonne tenue de nos finances, en dépit d'un contexte économique et financier difficile. Je vous invite donc à participer activement aux travaux de la commission technique permanente des affaires économiques, des finances et des marchés, afin d'examiner avec munitie et une attention soutenue le compte de l'ordonnateur au titre de l'exercice 2017. Quant au contenu des échanges, celui-ci va se focaliser sur le rappel des prévisions de recettes et de dépenses inscrites au budget primitif en 2017, le récapitulatif de tous les titres de recettes émis et toutes les dépenses mandatées concernant 2017, la détermination du résultat de gestion obtenu par déduction des dépenses mandatées sur les titres de recettes émis. Les présentes assises qui, en principe, doivent durer moins de 24 heures, connaissent un bel engouement, notamment avec la présence du gouverneur de la province de l'Estuaire. Tout autre chose à présent. En vue d'étendre son ancrage sur l'ensemble du pays, l'Association des jeunes émergents volontaires était récemment dans le département du Komo-Kango. Au menu de ce déplacement, l'installation de sa coordination locale dans cette partie du pays. Dans l'optique d'avoir une meilleure représentativité dans tout le pays, l'Association des jeunes émergents volontaires a procédé à l'installation de sa coordination locale pour le compte du département du Komo-Kango. C'était au cours d'une cérémonie présidée par les secrétaires généraux de l'association. Une vue des adhérents de l'AGEV dans ce département témoigne sans nul doute de l'acceptation de son message par les populations. La mission assignée à cette antenne associative est de rassembler la jeunesse du CRU autour des valeurs d'abnégation au travail et d'entraide. De ces installations s'en sont suivies une remise de dons
de matériel médical et didactique au centre médical de Congo et au lycée Marcelin Ndombié. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui d'avoir été installés officiellement en tant que coordination locale de la GEV pour le compte du département du Congo. Nous sommes d'autant plus satisfaits que cette cérémonie a été suivie après de deux grandes actions à très forte tonalité sociale, notamment l'accompagnement qui a été fait en faveur du centre médical, qui va bénéficier à l'ensemble des populations du département, même si c'est tout particulièrement et au premier chef d'abord à celle de la commune, mais c'est à l'ensemble, parce qu'il faut savoir que lorsque quelqu'un a des problèmes de santé dans le département, tout le monde converge. Lorsque ces problèmes dépassent les dispensaires et les centres de santé qui sont dans les cantons, tout le monde converge d'abord vers le centre médical de la capitale départementale qu'est Congo. Donc cette action est très forte. Ensuite, nous sommes venus ici, au lycée, le décor qui est le nôtre aujourd'hui, au moment où vous m'interrogez, pour également poser un acte d'accompagnement en faveur du lycée public de Congo et des étudiants, enfin des élèves de ce lycée, en offrant un grand photocopieur pondeuse, en offrant des fournitures de bureau, en offrant un kit informatique pour le fonctionnement de l'administration. Cette dotation ayant ravi les responsables du centre médical de Congo et du lycée Marcelin Ndombié permettra de renforcer le service médical de la localité et d'améliorer celui du corps enseignant de l'établissement secondaire. Au mien propre et en accord avec le personnel médical de mon centre, je vous remercie de ce geste. Je vous remercie d'abord pour l'effort que vous avez fait, malgré vos nombreuses occupations, d'être venu nous rendre visite à Congo. Je vous dis simplement merci, merci, merci. Et rassurez-vous, ce don va être géré avec parcimonie et véhémence. Rassurez-vous. Je ferai tout pour que ce que nous avons connu au début de l'année ne puisse plus arriver. Encore une fois. Implantée dans plus de 7 provinces sur 9 du pays, la GEV revendique aujourd'hui près de 20 000 adhérents. Les têtes de liste du Parti social-démocrate pour les prochaines législatives sont connues, du moins dans la commune de Lambaréné. Pierre Claver Maganga Moussavou, en sa qualité de président fondateur de cette formation politique, a procédé aux installations des futurs candidats. C'était en présence des notables et des militants. Pour le compte de TVS à Lambaréné, Euphrem Biogoezo. Pierre Claver Maganga Moussavou et son épouse étaient à Lambaréné dans le cadre des activités du Parti social-démocrate, le parti créé par le natif de Moutassou. L'objectif de cette visite dans la ville du Grand Blanc, encourager les populations à laisser faire enrôler, mais aussi et surtout choisir le candidat investi par le Parti social-démocrate aux prochaines élections législatives. Lors de ces primaires, 2 militants se sont notamment portés candidats et désignés par cette formation politique. Il s'agit de Jean-Félix Mudunga et Georges Monda. Après un mot d'élection dit à la Solomon et devant le père fondateur de cette formation politique, c'est finalement Georges Monda qui a été plébiscité de 41 voix contre 22 pour Jean-Félix Mudunga. Le promu est âgé de 63 ans et banquier à la retraite. Quant aux règles du jeu au sein du parti, elles sont connues de tous. Le candidat malheureux du jour sera à la tête du liste du PSD lors des élections locales à venir. Il aura pour directeur de campagne son bourreau du jour et vice-versa. De Lambaréné, embarcation pour Port-Gentil. 2 ans après sa livraison par l'association Dynamique Nouvelle, la passerelle située au quartier Côte d'Azur dans le 2e arrondissement de la commune est en proie à l'usure, faute d'entretien. Les populations interpellent les pouvoirs publics. Estranel Ovonondong. Cette passerelle, estimée à 300 mètres de long, a pris un coup de vieillesse en 2 ans seulement après sa livraison officielle, manifestée précisément le 17 juillet 2016 par l'association Dynamique Nouvelle à l'endroit des populations du quartier Côte d'Azur, situé dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Son état d'abandon étant remarquable à l'œil nu en ce début du mois de juin 2018 au regard des hautes herbes qui l'encombrent, tout comme l'usure qui en fait son apparition. Mais la responsabilité d'entretien de cet ouvrage public suscite des interrogations auxquelles certains riverains se sont prêtés d'ailleurs en toute objectivité.
Je pense qu'on a eu la grâce d'avoir des personnes qui ont initié de mettre ce pont qui permet aux gens de quartier de passer là-dessus. Il y a des lèvres et il n'y a pas d'entretien, vous le remarquez. Donc c'est juste la population qui doit essayer un peu d'initier des associations pour essayer de nettoyer un peu l'autour. En plus, nous sommes en période de vacances, c'est le bon moment. Ces habitants de Côte d'Azur, désormais déchargés de tous ces obstacles parcourus autrefois, ne manquent pas de saluer l'initiative de cette formation associative. Ça nous a rendu service parce que sur la voie là, c'était impraticable, on ne pouvait pas passer. Il fallait même des fois faire le tour. Quand vous habitez à côté, vous faites le tour par la grande route et revenir sur le... C'était difficile. On ne peut que la féliciter et puis continuer sur la même lancée. Peut-être encore d'autres endroits où il faut encore aider les populations. ADN, c'est une association qui nous fait quand même voir ses acquis. Comme là, je marche à l'aise, je suis à l'aise. Mais au regard de ce manque d'entretien, Sieur, Osé et Rodrigue n'hésitent pas de faire appel à nouveau à l'assistance sociale de la bienfaitrice. Je peux dire à l'association, on ne peut pas s'arrêter par là, sur le pont là. Parce qu'il y a d'autres coins qui souffrent de ça, des ponts, ils ont des difficultés. Je sais un peu des parties là, un peu loin là, il y a une grande cité là-bas, mais ils souffrent. On sollicite à cette association de temps à autre de faire un tour, essayer de voir un peu comment est-ce que se trouve le pont et voir aussi les riverains. Comment est-ce qu'ils vont et comment est-ce qu'ils entretiennent ce pont. Loin d'être une particularité pour les riverains de cette partie de la ville de Port-Gentil, le défaut de surveillance et de préservation des infrastructures publiques semble plutôt s'inscrire dans les us et coutumes entretenus par les populations à travers les différentes localités du pays. La communauté chrétienne du Gabon, plongée dans la tristesse, je vous l'annonçais en titre, le père innocent Nzemba Mwanda Dilelo, décédé à Libreville le 17 juin dernier, a reçu aujourd'hui à la paroisse Saint-Michel de Nkembo les hommages de la communauté catholique du Gabon. C'était lors d'une messe présidée par l'archevêque de Libreville, Euphrem Biogoezo. Quoi de plus cruel que de perdre un être cher? L'église catholique du Gabon partant de sa communauté ne s'en remettra pas d'aussitôt après le décès de père innocent Nzemba Mwanda, dit Lelo, le 17 juin dernier, des suites d'une maladie. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes compatissants de cette douleur et nous présentons au Seigneur le Père innocent avec tous les siens qui l'ont accompagné et soutenu avec toute leur affection dans l'épreuve de sa maladie. Dans le sentiment de notre impuissance devant le mal inexorable, notre présence ici veut exprimer notre amitié, notre sympathie, notre respect et le soutien, surtout de notre prière. Dès l'annonce de cette perte tragique, la communauté chrétienne du Gabon s'est mobilisée afin que la tenue de ces funérailles soit une réussite. Paris réussit d'autant plus que de là où il se trouve, présentement auprès du Père, il peut être heureux d'avoir bâti un travail, lequel est conforté par la grandeur de la célébration de la messe marquant ces funérailles, ont répondu à l'appel, chrétiens, pasteurs des congrégations amies, évêques issus de plusieurs paroisses du Gabon. Nous venons de participer à la messe présidée par Monseigneur l'archevêque, messe de funérailles du Père Innocent Nzemba, avec qui nous avons travaillé dans ce diocèse de Libreville, 16 ans durant, de dur labeur, au service de l'œcuménisme, au service de la charge pastorale, mais aussi de l'éthique au niveau du Gabon. C'est une figure qui nous laisse, il entre dans l'histoire et ce que nous disons simplement, c'est merci au Père Innocent pour son amour grand, amour envers le Christ et qui nous a témoigné dans le partage de l'Évangile et la célébration des sacrements, dans les charges qui furent les siennes, d'abord au foyer de charité, ensuite à la paroisse Saint-Joseph de Lalala, à la paroisse Saint-Christophe de Cala
vice-curé doyen du doyen du Sud et à la paroisse les Rois Marches à Québec, où il était vicaire de paroisse, et depuis le début de l'année pastorale dernière que nous achevons, curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Nomba. Voici un prêtre qui a achevé sa course. Il nous laisse de manière, je dirais, précipitée, mais devant la maladie, et que faire encore, nous inclinons, c'est la volonté de Dieu, et nous prions pour le repos de son âme, et s'il est déjà arrivé, qu'il continue d'intercéder pour nous, pour que, travaillant à l'œuvre du Père, nous puissions un jour arriver nous aussi au paradis. Tu es né poussière et tu retourneras poussière, déclare la Sainte Bible. Que Dieu Tout-Puissant t'accueille dans son royaume. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Après avoir croisé 6 jours dans les eaux internationales à la suite du refus de l'Italie de l'accueillir, le navire humanitaire Lifeline a été finalement autorisé mercredi à entrer dans le port maltais de La Valette avec à son bord plus de 230 migrants. Presse internationale. Les 234 migrants à bord du Lifeline sont enfin arrivés à La Valette. Cela faisait 6 jours qu'ils attendaient de connaître leur sort. Le gouvernement maltais, qui refusait de les accueillir, a fini par céder. Une fois débarqués, les migrants vont être soumis à des procédures d'identification. Ils seront ensuite pris en charge par différents pays membres de l'Union européenne. C'était la condition sine qua non pour Malte. L'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas sont concernés. Avec ses 32 mètres de long et ses 8 mètres de large, le Lifeline est un navire beaucoup plus petit que l'Aquarius. Il n'est pas fait pour accueillir autant de monde pendant aussi longtemps. Le capitaine me parlait de cette longueur en Méditerranée qu'il comparait à une torture. Donc on peut imaginer que c'est la fin d'une nouvelle forme de torture pour ces migrants qui sont à bord. En tout, ils sont 234, tous secourus en Méditerranée. Parmi eux, 70 mineurs non accompagnés, 14 femmes et 4 bébés. Pour les autorités maltaises, le capitaine du Lifeline a violé les lois internationales, ignorant sciemment les directives de Rome. Le navire va désormais être placé sous séquestre. L'armée syrienne poursuit son offensive dans la province de Deraa, dans le sud du pays, où elle tente de reprendre les zones aux mains des rebelles, provoquant la fuite de plusieurs dizaines de milliers de civils. Colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus de quartiers rebelles de Deraa, cible d'intenses raids aériens et de tirs d'artillerie. Deraa, une ville symbolique, c'est de là qu'est parti le mouvement de contestation contre Bachar al-Assad. Depuis une semaine, l'aviation syrienne intensifie les bombardements dans cette région du sud du pays. Forte du soutien de son allié russe, l'armée du régime syrien est déterminée à reprendre cette zone située à la frontière avec la Jordanie et le plateau du Golan. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des combats au sol opposent également les belligérants. L'organisme confirme une première opération militaire terrestre du régime de Damas ce mardi dans la ville de Deraa. Face à ces affrontements meurtriers, quelques 45 000 civils ont été poussés à prendre la fuite, essentiellement en direction de la Jordanie. Un exode inédit dans cette région depuis le début de la guerre en Syrie, d'après l'ONU. Amman prévient ne pas être en mesure d'accueillir cette nouvelle vague de réfugiés et que sa frontière restera fermée. La page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite à Libreville, au Gabon, où le comité d'organisation de la 2e édition du Fitness Tour a évidemment présidé une conférence de presse ce matin avec pour objectif d'édifier les hommes des médias et la population gabonaise sur le bien fondé de prendre part à ce rendez-vous sportif de masse. Plus de précisions dans ce reportage d'Inès Gungamombo. Les femmes seront à l'honneur le samedi 30 juin à l'occasion de la 2e édition de Libreville Fitness Tour. En prélude à cet événement populaire, une conférence de presse a été organisée ce matin avec pour but d'édifier les hommes des médias, mais surtout la population, sur le bien fondé de prendre une part active à ce rendez-vous sportif. Une initiative de l'association Yori en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. La vulgarisation du sport de masse et la redynamisation du collectif tout en prônant la cohésion sociale sont les leitmotifs de ces organisateurs. Atteindre notre objectif qui est de rassembler
le dernier jour au stade de l'amitié, 5000 femmes. L'année dernière, nous avons rassemblé à la dernière étape 4728 femmes. Donc nous appelons massivement ces quelques femmes qui n'ont pas pu venir à terminer l'étape en beauté. Pour dire que le Fitness Tour, c'est parti, c'est lancé. Et c'est ce 30 juin à la tribune officielle du bord de mer à 7h30 pour la première étape. Nous n'avons pas pu organiser le Fitness Tour seul. Quand je dis nous, je parle du ministère des Sports et de l'association Yori. L'année dernière, nous avons été pour le fait qu'il nous ait permis notamment de positionner nos stands d'inscription. Parce que les inscriptions elles démarrent un mois avant l'activité elle-même. Et nous avons besoin d'espace à grande affluence. Donc on peut citer entre autres comme ça le magasin Chiancé Cadeau, le magasin Pharmashop et le magasin City Sport qui sont en train de devenir des partenaires majeurs du Fitness Tour. Pour cette année, on a dit qu'on démarre à la tribune officielle du bord de mer le 30 juin. Ensuite, comme vous l'avez dans les dossiers qu'on a préparés pour vous, nous irons le 7 juillet du côté du parking de la gare de Vendo. Ceux qui nous ont suivis lors de la caravane l'année dernière savent que c'était la plus belle étape. Nous espérons que les femmes de Vendo et des communes environnantes vont encore répondre massivement pour cette étape de Vendo le 7 juillet prochain. Le 14 juillet, nous irons du côté du stade de Nzayon. C'est l'étape qu'on appelle l'étape populaire, parce qu'on est en plein cœur d'un quartier, ou sinon du plus grand quartier de la commune de Libreville. Le ministre délégué au sport, quant à elle, dit ménager aucun effort pour que cette édition connaisse plus d'engouement. Il faut dire que le ministère des Sports, dans cette prérogative de vulgarisation du sport, met également un accent particulier sur le sport pour tous et de proximité. C'est à cet effet que depuis 2 ans maintenant, il s'est saisi de l'idée de Yori pour cette idée qui cadre aussi avec la politique du chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui invite les Gabonais à s'approprier le sport, à s'approprier l'activité sportive régulière pour lutter contre certaines maladies liées à la sédentarisation. La femme, elle est mise au centre de cette activité parce que, comme nous pouvons le constater dans nos sociétés, elle vit constamment le stress, soit avec sa vie professionnelle ou familiale, parfois les deux. Et ce moment de détente peut amener cette dernière à vivre l'espace d'un moment, un instant de relaxation par rapport à toutes les pressions qu'elle vit quotidiennement dans la société. Fitness Tour, ce sera dans les communes de Libreville, Akanda et Ovendo pour 4 samedis. 5000 femmes sont attendues à ce rendez-vous à la tribune officielle du bord de mer. Autre mot de sport, Alain-Claude Billet-Binzé s'est entretenu récemment avec les présidents des fédérations afin de redynamiser celles-ci. Il a par ailleurs annoncé quelques mesures qui viseraient à améliorer le sport dans son ensemble afin de corriger les erreurs commises par le passé. Le récit de Mosconi Ngonomba. À son entrée dans la salle, des regards inquiets, prêts à écouter les véritables réformes prises par le ministre des Sports Alain-Claude Billet-Binzé. Plus question pour l'État de supporter à 100% le financement du sport. À ce sujet, le ministre n'a pas fait dans la dentelle. Les fédérations sportives sont des associations libres et autonomes que l'État appuie parce que l'État doit développer le sport. Et donc si le financement est en retard, et c'est pour ça que nous avons travaillé pour imaginer d'autres mécanismes, un nouveau modèle économique en associant les collectivités locales, les entreprises, les mécènes, pour que l'État ne soit plus le seul à financer le sport dans notre pays. Mais que l'État, par contre, impulse des dynamiques et des politiques publiques qui vont aider à faire en sorte qu'il y ait un financement pérenne et responsable du sport dans notre pays. L'État n'a plus les capacités de financer tout seul le sport et partout ailleurs dans le monde, ce n'est pas les États qui financent le sport tout seul. Sans grande surprise, le ministre a également évoqué la situation des équipes nationales aux compétitions internationales dans les disciplines où les compétitions nationales sont quasi inexistantes. Un combat qui avait été d'ailleurs mené par son prédécesseur mais qui malheureusement n'avait pas été suivi. À ce jour, que pensent les responsables des fédérations sportives suite
à ces mesures. La communication du ministre d'État est vraiment la bienvenue et nous pensions qu'elle sera suivie justement des actes posés à l'endroit, dans un premier temps, de ces fédérations qui doivent relever le niveau des athlètes dans notre pays pour que, au bénéfice justement, nous ayons des victoires, nous engrangeons des victoires à l'extérieur du pays. Là, ils ont entrepris une démarche très cohérente. Ils ont commencé par la base, comme on va appeler le sol, écouter les gens, voir tout ce qu'il y a comme problème, et maintenant aller au-delà de cela pour arriver au niveau de la sortie des fédérations. Il est normal qu'une fédération qui n'a pas d'activité domestique ne puisse pas avoir une équipe nationale. Parce que pour sortir, il faut avoir une équipe nationale. Et l'équipe nationale, ce sont les meilleurs sur le plan national qui vont représenter. Il serait aberrant de sortir sans avoir une compétition nationale cohérente de bon niveau. À ce dialogue de gestion pour une nouvelle vision du sport, le ministre aurait évoqué la possible arrivée de toutes les fédérations sportives dans les locaux du stade d'Angoundjé afin d'exercer dans un cadre sécurisant et préparer ses athlètes à travailler en toute quiétude. Et puis, notre rubrique Expression libre. On ne se quitte pas sans cette question qui vous a été posée par Yasser Nicolas Ndong. Au regard de l'engouement observé depuis le 15 juin 2018 jusqu'à maintenant des populations, faut-il selon vous prolonger d'une semaine les opérations liées à l'enrôlement ? Voilà, c'est sur ces avis que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout merci de rester en notre compagnie.